Comment venir à bout du SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques? Dans les vidéos 1, 2, 3 et 4, je vous ai, n'est-ce pas, expliqué ce que c'est que le SOPK. J'ai également parlé des causes de ce syndrome, y compris les méthodes de diagnostic, mais également les mythes qui existent autour de cette maladie. Car oui, il y a beaucoup de choses qui se disent qui ne reflètent pas forcément la réalité. Et donc, si vous n'êtes pas quelqu'un d'avéré, si vous n'êtes pas quelqu'un d'averti, vous pourriez, n'est-ce pas, implémenter des choses qui vont venir non seulement empiéter votre guérison ou alors la ralentir. Si c'est la première fois que tu passes sur ce compte, moi c'est Grace, assistante médicale avec un background en cardiologie, en naturopathie, mais aussi en urologie. Le but de ce canal, n'est-ce pas, c'est l'autonomisation de ta santé, de ta beauté, mais aussi de ton bien-être. On veut être à son max en faisant le minimum d'efforts possible. Qui n'aime pas la paix, qui n'aime pas la tranquillité, qui n'aime pas la... Voilà, tout simplement être dans son coin tranquille, posé et que, voilà, des choses qu'on a mis en place travaillent pour nous. Tu vois ce que je veux dire? Et pour ceux qui sont là depuis le début, je vous dis tout simplement merci. C'est grâce à vous que je continue à avoir la volonté, le courage, le temps, n'est-ce pas, de mettre les efforts pour que cette chaîne continue d'exister. Donc, merci d'être là. Merci de faire partie de la communauté. Alors, sans plus tarder, nous allons nous lancer dans le bid du sujet. L'une des premières méthodes de traitement, si on peut appeler ça comme ça, qui est généralement recommandée par les gynécologues, etc., ou même implémentée, c'est, n'est-ce pas, la prise de la pilule. Alors, la pilule ici va venir aider pour la régularisation, autant pour moi, du cycle menstruel. Pour ceux et celles qui ont regardé les précédentes vidéos, j'ai insisté sur le fait que le syndrome du SOPK va avoir ou pourrait avoir un impact significatif sur votre cycle menstruel. Et donc, on aura des phénomènes comme l'anovulation, qui est l'absence d'ovulation pendant un cycle, l'aménorrhée, qui est l'absence de règles pendant les cycles, ou encore les dysménorrhées, qui sont tout simplement des espacements ou des irrégularités considérables dans le cycle. Alors, on aura des cycles, par exemple, de 40 jours, et après des cycles de 60, après des cycles de 20, après des cycles de 15. Donc, c'est vraiment sans dessus-dessous. Ce qui fait que, voilà, sur la durée, vous aurez du mal à déterminer quelles sont vos périodes fertiles, quelles sont vos périodes, voilà, où vous pouvez faire ce que vous voulez, avec qui vous voulez. Quelles sont, n'est-ce pas, les périodes plus favorables si vous souhaitez, n'est-ce pas, concevoir, etc., etc. Et c'est clair que si vous avez un cycle qui est irrégulier, ce sera difficile de spotter cela avec une certaine exactitude. Après, le corps n'est pas une machine réglée de bout en bout. Il ne s'agit pas de prendre les choses comme ça, mais il s'agit néanmoins d'être dans un, comment dire, dans une zone prédéfinie, et bien, et beaucoup probable, favorable à ce que l'on veut, à ce à quoi on veut aboutir. Et c'est valable également pour la négation. Je veux dire, si vous ne savez pas, si vous ne savez absolument pas à quel moment est-ce que vous avez ou n'avez pas votre période fréquente, vous pouvez éventuellement vous retrouver à concevoir involontairement. Et un enfant, ça coûte cher de nos jours. Donc, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, la pilule va être employée et elle pourrait, n'est-ce pas, être bénéfique justement pour réguler votre cycle, etc. Vous allez voir vos règles tous les mois, mais ceci ne va malheureusement pas venir empêcher les manifestations ou du moins les symptômes que peuvent occasionner les règles. Et à noter que ce n'est un secret pour personne, la pilule aujourd'hui provoque beaucoup d'effets secondaires chez les femmes. On a des jeunes femmes de moins de 30 ans qui ont subi ou qui ont été victimes d'arrêt cardiaque, qui se retrouvent avec certaines pathologies à cause de la pilule. Donc, est-ce que c'est la meilleure option? Je ne pense pas. Mais néanmoins, voilà, il s'agirait d'abord de vous présenter ce qui existe. Et ensuite, c'est à vous de faire le choix, notamment après avoir discuté avec votre médecin, choisir ce qui vous convient le mieux. La deuxième solution médicamenteuse généralement implémentée est la prise de l'inositol. Alors, l'inositol, c'est une substance qui va venir aider à la régulation de l'insuline dans le corps. Si vous connaissez quelqu'un qui souffre de SOPK ou si vous-même vous êtes dans ce cas de figure, vous savez que vous avez beaucoup de mal
à gérer, n'est-ce pas, le sucre. Vous devez beaucoup faire attention au sucre. Vous devez faire attention à ce que vous mangez, à l'heure à laquelle vous mangez, aux quantités que vous mangez, mais aussi à comment vous mangez. Hein? Vous n'allez pas vous lever le matin, par exemple, et prendre un grand bol de lait avec, je ne sais pas, un grand bol de lait avec des céréales, un jus d'orange, 4 biscuits. Ça, c'est le meilleur moyen de mettre votre corps, votre organisme sans dessus-dessous si vous êtes patient du SOPK. Déjà que ce mode d'alimentation n'est pas forcément le plus recommandé, même lorsque vous êtes une personne saine. Combien de fois, si vous avez des difficultés, enfin, si votre corps a des difficultés à manager le sucre. Donc, l'inositol, c'est cette substance-là qui va venir, comment dire, canaliser, aider le corps à mieux répartir, à mieux gérer le sucre dans le corps. Après, l'inositol, c'est une substance qui est vendue librement. Donc, vous pouvez l'acheter et l'essayer, pourquoi pas. Mais si vous avez des doutes, vous pouvez toujours demander conseil à votre médecin. Ce n'est pas, jusqu'ici, je n'ai pas encore lu de choses aberrantes sur cette substance. Donc, je veux dire, ça vaut vraiment le coup d'essayer. Surtout si vous avez du mal à perdre du poids. Parce que le sucre que vous consommez, il a du mal à être métabolisé dans l'organisme. Et du coup, il va être stocké sous forme de graisse. Et c'est le fait que la graisse se stocke, c'est ce qui fait en sorte que vous prenez du poids. Et que malgré tous les efforts que vous faites, vous n'arrivez pas à perdre ce gras. Voilà, c'est-à-dire que si vous perdez 100 grammes, vous en reprenez 3. Vous perdez 2 kg, vous en reprenez 5. Donc, vous êtes dans une course infernale à la perte du poids. Donc, l'inositol, définitivement, cela peut vous aider sur ce point-là. La troisième solution médicamenteuse qui existe, n'est-ce pas, c'est la thérapie cyclique de progestérone. Alors, dans un cycle menstruel normal, il y a, je pense que ça c'est le cours de CM2, n'est-ce pas? Mais bon, on va synthétiser un peu le tout. Pour qu'un cycle ait lieu, il y a des hormones qui sont produites. Et en fonction de la période dans laquelle on se situe dans le cycle, il y a une hormone en particulier qui est produite en grande ou en petite quantité. Dans la phase folliculaire, on a beaucoup plus la présence de progestérone. C'est là que le corps est en train de préparer le tout, hein, est en train de mobiliser les éléments pour une éventuelle conception. Et lorsque cette période est passée, eh bien, tout ce qui a été mobilisé doit être expulsé du corps d'une manière ou d'une autre. Et c'est là que vont intervenir d'autres hormones, notamment la plus importante ou l'une des plus importantes, la progestérone. Mais il faut noter que dans les deux parties du cycle, ces hormones sont plus ou moins en grande quantité. Donc, elles ne sont pas à part égale. Et justement, c'est lorsqu'il y a une production pas assez suffisante ou alors une production, disproportionnée de ces hormones en fonction de la période du cycle, que l'on va avoir du mal soit à ovuler, c'est-à-dire on va se retrouver dans un cycle que l'on qualifie de cycle anovulatoire, ou alors du fait que le corps sera comme ça en train d'essayer encore et encore et encore à ovuler, cela va retarder la période menstruelle. Donc ça, c'est l'une des explications les plus simples qui justifieraient pourquoi vous n'avez pas vos règles régulièrement. C'est-à-dire que votre corps essaye indéfinitivement d'ovuler et n'y arrive pas. Et je tiens à dire que ce n'est pas forcément parce que vous avez vos règles que ça veut dire que vous avez ovulé. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Et ce n'est pas parce que vous avez vos règles que la possibilité que vous soyez enceinte n'existe pas. Je pense que vous avez peut-être déjà vécu cela ou alors vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a vécu ce qu'on appelle des grossesses, des dénis de grossesse. C'est-à-dire que pendant 3, 4, 5, 6 mois, vous avez vos règles normalement, vous n'avez pas de prise de poids, vous n'avez aucun changement physique. Bref, il n'y a rien sur votre physique ou dans votre quotidien qui pourrait vous laisser croire que vous êtes enceinte, mais effectivement, vous êtes enceinte. C'est peut-être lorsque votre petit bidon va commencer à s'arrondir là et que vous allez ressentir des petits coups de pied, que vous allez vous demander, mais attends, je rêve ou il y a quelque chose dans mon ventre? Donc, voilà pourquoi cette
cette méthode-là est utilisée. C'est pour, n'est-ce pas, favoriser l'ovulation, afin que l'ovulation se passe et aussi que les choses se mettent rapidement en place dans votre organisme pour pouvoir, afin que les règles, les menstruations arrivent. Une autre solution utilisée, c'est la prescription de metformine. Alors, pour les mêmes raisons que les personnes qui souffrent de diabète de type 2 et qui ont des difficultés avec le management, enfin, leur corps a du mal à manager l'insuline dans le corps, les patients souffrant de diabète de type 2 sont généralement ou souvent prescrits de la metformine. Et étant donné que dans le syndrome du SOPK, c'est à peu près les mêmes symptômes niveau équilibrage au niveau de l'insuline. Donc la metformine peut éventuellement aussi aider. Mais pour ça, il va falloir en parler avec votre médecin traitant. La cinquième solution, c'est ce que moi je vais appeler l'électrocution des ovaires. Je n'ai pas trouvé une autre traduction moins percutante que celle-là. Parce que oui, mes informations sont tirées du livre, je pense que je l'ai déjà montré ici, Take Charge of Your Fertility, de l'auteur Tony Weschler, qui est un professeur, un naturopathe. Donc oui, j'ai également lu d'autres livres sur le sujet, mais pour moi, ça a été le livre le plus livre le plus riche en informations. Et aussi, j'ai trouvé beaucoup de sources, n'est-ce pas, beaucoup d'autres sources, et des choses qui se sont répétées à plusieurs fois, parce que oui, je ne prends pas des informations que chez un seul auteur ou chez, voilà, je consulte plusieurs auteurs, plusieurs livres, plusieurs documentaires, plusieurs études scientifiques, j'essaie de comparer. Donc, c'est pas parce que j'ai lu une information quelque part que forcément, je me dis c'est l'information, c'est la vérité universelle. Je prends quand même la peine de m'assurer d'avoir l'opinion de beaucoup de personnes qui sont dans le métier, qui en ont fait, voilà, leur sujet de vie littéralement, pour être sûr, bien que la probabilité 100% n'existe pas, mais néanmoins pour avoir des informations plus ou moins fiables. Voilà. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez commander. Hein. Après, si vous n'aimez pas la lecture, vous aurez peut-être ou forcément du mal à le lire. Mais en tout cas, moi, j'adore lire. Donc, en plus, il est super ce livre. Je veux dire, ça vaut vraiment le coup. Si vous avez tout ce qui est problème de imbalance, fertilité, SOPK, endométriose, des choses comme ça. Si vous avez du mal, si vous ne savez pas compter votre cycle, bref, c'est vraiment très, très, très riche. Je ne pourrais que vous le recommander. Je vous mettrai d'ailleurs le lien dans la bio, hein, le lien Amazon. Si vous souhaitez commander, vous pouvez utiliser mon lien pour, n'est-ce pas, me soutenir le travail que je fais ici. Mais bon, assez blablaté, on passe à autre chose. Donc, l'électrocution des ovaires, comme je le disais, c'est une mini, on va dire mini, quand, du moment où une intervention est invasive, je m'abstiens de dire souvent qu'elle est mini, mais du point médical, on dit que c'est une mini opération chirurgicale. Alors, on va aller dans vos ovaires en quelque sorte, avec une sorte d'appareil, et on va produire des sortes de chocs. Donc, on va comme brûler ou alors créer des, comment dire, des frictions, des trous au niveau de vos ovaires. Ceci dans le but de réduire leur taille. C'est un peu comme dans l'endométriose, n'est-ce pas? Ou lorsque dans le col de l'utérus, il y a des fibromes, il y a des choses qui se forment là-bas. On va aller comme ça dans l'organisme pour brûler, je vais utiliser ce terme-là pour que vous puissiez mieux comprendre, pour brûler les cellules afin que leur taille, enfin pour tuer en quelque sorte les cellules, pour que leur taille réduise. Et en fonction du fait que la taille des ovaires va réduire, cela aussi aura un impact sur la production des androgènes. Il faut dire qu'une trop production d'androgènes aura également des impacts sur votre cycle menstruel parce qu'enfin, vous êtes une femme, hein,
vos androgènes n'ont pas besoin de fonctionner à 1000 à l'heure. Et si c'est le cas, ça aura forcément des répercussions sur votre cycle. Donc, c'est une possibilité pour pouvoir... mais une fois de plus, ce n'est pas une solution à long terme, hein, parce que éventuellement les ovaires, ils vont, à un moment donné ou à un autre, ils vont reprendre du volume. Et aussi, c'est quand même risqué parce que si cette opération n'est pas performée correctement, cela pourrait créer des dommages irréversibles dans vos ovaires et donc éliminer complètement les chances pour vous de concevoir de vous-même un jour. Donc, c'est à vous de voir. Voilà, c'est à vous de voir, comme je le disais, avec votre médecin, avec votre traitant, avec votre endocrinologue, peu importe qui vous suit. C'est à vous d'explorer les différentes possibilités qui existent et de faire vos choix. Je suis ici uniquement pour vous informer, mais aussi pour vous avertir au cas où on ne vous aurait pas correctement informé. Parce que, contrairement à votre chirurgien, je n'ai presque pas autant d'intérêt à vous raconter des balivernes. La dernière méthode sur ma liste, n'est-ce pas, c'est, comment dire, une section des ovaires. Alors, dans l'électrocution des ovaires, entre guillemets, on va venir poncturer comme ça les ovaires. Par contre, dans la résection, comme son nom le dit, résection, réduire, on va venir en quelque sorte couper une partie de l'ovaire. Les deux méthodes chirurgicales ont plus ou moins le même but, c'est-à-dire de réduire la taille de l'ovaire afin que celle-ci ne produise plus beaucoup trop d'hormones, en quelque sorte. Après, une fois de plus, est-ce que c'est la solution? Est-ce que cela va empêcher ou alors améliorer d'autres symptômes du SOPK? Parce que comme j'ai expliqué dans les précédentes vidéos, il y a toute une batterie de manifestations qui viennent avec. Donc, ce n'est pas le fait d'aller voilà, passer un appareil dans votre corps qui va venir magicalement éliminer toutes les manifestations, tous les symptômes que vous avez. Donc, maintenant, on passe à la partie qui pour moi est la plus intéressante, sur laquelle vous devez vraiment prendre encore plus attention. C'est celle-là de ce que vous pouvez faire de vous-même à la maison. Donc, en dépit des médicaments que l'on va vous prescrire, en dépit éventuellement des chirurgies que vous allez passer, ou alors des compléments alimentaires, de tout ce que vous pourriez ingurgiter, vous devriez également poser des actions pour pouvoir consolider, pour venir consolider les résultats. Parce que je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas quelque chose qui est facile à manager. D'accord? J'ai déjà suivi des études scientifiques dans lesquelles il y avait des femmes qui étaient suivies, j'ai étudié leurs dossiers, etc. etc. J'ai lu beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de choses aberrantes. Donc, je ne pourrais que vous dire, ne prenez pas des initiatives en vous disant que ce sera facile. Et je n'ai pas non plus envie de vous décourager parce que d'une femme à une autre, voilà, le corps réagit différemment. Donc, vraiment, l'essai en vaut la peine. Et donc, cette vidéo, je ne veux pas qu'elle soit trop longue. Du coup, je vais vous partager ce que vous devriez ou pourriez faire de vous-même chez vous avec vos propres moyens pour pouvoir, n'est-ce pas, mieux vivre avec votre SOPK. Je vais la partager dans la dernière vidéo. Hein? Donc, je coupe cette vidéo et je reviens et je tourne directement la suite de la vidéo. Merci de liker, merci de partager à une personne de votre entourage, dans des groupes WhatsApp, dans vos groupes de famille, à des amis, à des sœurs, à des personnes que vous savez souffrent de SOPK. Et je répète, je le dis encore et encore, je ne suis pas médecin, je ne suis pas naturopathe, je ne suis pas endocrinologue, je ne suis pas chirurgien, enfin je n'ai pas habileté à vous diagnostiquer une quelconque maladie, à vous prescrire quoi que ce soit ou à vous faire des recommandations du point médical. Cette vue, ça c'est mon petit disclaimer que je pose au cas où parce que j'ai déjà eu des problèmes auparavant malgré que je ne pensais absolument pas faire de mal à qui que ce soit. Mais comme dit-on, les réseaux sociaux on ne sait jamais. Donc voilà, je pose mon disclaimer là. Cette vidéo est exclusivement à but éducatif, d'accord? Vous pouvez prendre ces informations ou ne pas les prendre. Ne les prenez pas à bout comptant. Demandez conseil à votre médecin. On se retrouve tout à l'heure. Portez-vous bien. Ciao, ciao.